Chers professeurs, chers jurés, chers publics, vivre, à notre époque, est devenu un défi du quotidien. Entre pandémie et guerre, vivre semble être une lutte plus qu'un fait et un plaisir. Victor Hugo écrit dans Les Châtiments que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Mais qu'est-ce que vivre? Lorsque j'étais enfant, quelqu'un m'a dit que nous avions deux vies. La première, c'est en ce moment, lorsque nous sommes animés, lorsque notre cœur bat. Et puis la deuxième, c'est après la mort, lorsque les vivants continuent à parler de nous. Alors nous vivons, en quelque sorte, dans le souvenir des autres. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, la première vie, mais aussi grâce à leurs idées, à travers nos rêves et à travers nous. Pour étayer cette affirmation de Victor Hugo, je vais donc vous parler de deux personnes qui sont pour moi des symboles de la paix et de la non-violence. Ils ont passé leur vie à lutter, et lutter a même finalement donné un sens à leur vie. Ils ont lutté pour la paix, pour la non-violence, pour l'éducation. Parce que si nous ne luttons pas, si nous ne luttons jamais, nous devenons passifs, inactifs, éteints. Parce que lutter c'est réfléchir, c'est avancer, c'est transmettre, mais c'est surtout vivre. Gilles Deleuze explique, lui, que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant, qui risque de nous engloutir. J'admets que j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire, et surtout ce qu'il insinuait. Et puis finalement c'est vrai, le rêve est une terrible volonté dévorante. Et peu importe le rêve d'ailleurs, il pourra être dévorant et emporter et même engloutir tout le monde autour de lui. C'est exactement ce qu'il s'est passé dans le rêve de Martin Luther King. Il avait un rêve, celui d'un monde en paix, sans violence et sans discrimination. Martin Luther King, pasteur militant américain, prix Nobel de la paix, il a lutté pour ses idées, il a lutté dans un monde où la paix n'était alors qu'un échec. Grâce à lui, le monde a évolué, les préjugés ont diminué, les pensées xénophobes se sont atténuées. Et pourtant, le racisme persiste encore aujourd'hui. Combien de personnes ne veulent toujours pas approcher les personnes de couleur? Combien de personnes font encore des amalgames? Combien d'enfants subissent encore des moqueries de leurs camarades à l'école simplement parce que leur couleur de peau est différente? C'est donc un visage de la lutte pour la paix et l'égalité entre les hommes. En témoigne son discours, ce fameux discours que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. I have a dream. Un discours qui révèle ses idées et qui incite à lutter pour vivre libres et égaux dans ce monde marqué par l'esclavage et la haine. Il a pourtant été assassiné. Et pourquoi? Simplement parce qu'il luttait pour ses idées et il faisait un peu de vague au moment où le racisme était à son apogée. Et pourtant, qu'est-ce que le racisme? Faire une hiérarchie des races? Estimer qu'une personne est inférieure simplement parce qu'elle est différente? Il était temps que l'acceptation de l'autre devienne une priorité et un fait plus qu'un rêve. Et heureusement, aujourd'hui, Martin Luther King continue de vivre à travers nous, à travers ceux qui luttent contre le racisme et contre la violence. N'est-ce pas une des personnalités que nous connaissons dès le collège? De nombreux monuments aux États-Unis portent son nom. Alors 60 ans après, nous continuons de parler de lui, parce qu'il a passé sa vie à lutter. Il a permis à son pays d'évoluer. La seconde personne dont je veux vous parler, c'est Malala, une jeune fille de mon âge. Elle est née en 1997. Elle allait à l'école au Pakistan pendant que moi j'y allais en France. Cette jeune femme est un symbole de lutte pour moi, pour une seule et simple raison. Elle se battait pour aller à l'école et faire respecter ses droits, pendant que moi, nous étions obligés d'aller à l'école. Et oui, pour nous, l'école est une obligation. Il n'est pas question d'être une fille ou d'être un garçon, ou de moyens financiers. L'école est obligatoire pour tous les garçons et les filles en France. Alors pendant que nous, petits, nous pleurions pour rester à la maison, et que même nous faisions semblant d'être malades, elle, à cette même période, subissait une tentative d'assassinat en 2012 dans le bus de l'école parce qu'en tant que fille, elle n'avait pas le droit d'y aller. J'avais alors 10 ans et elle en avait 15. Alors son histoire me touche et son combat en lui-même me touche. Parce que cette éducation qui est pour moi finalement quelque chose de naturel
est en même temps interdite aux filles au Pakistan. Malala est donc une réelle militante pour la paix, pour l'éducation et pour le droit des femmes. Elle dénoncera alors ces violences, se battra pour ses idées et présentera même ses demandes à l'Organisation des Nations Unies. Elle prononcera un discours en 2013 pour la paix dans le monde et l'éducation pour tous les enfants du monde entier. C'est un véritable symbole pour la paix et pour l'éducation des filles. Alors certes, l'éducation au Pakistan n'est encore pas au rendez-vous. Et même être une fille et vouloir être écolière semble même encore incompatible. Mais pourtant, Malala, grâce à sa fondation, a pu reconstruire des écoles de filles qui avaient été bombardées par les talibans. Elle écrit ensuite un livre intitulé « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans ». Je le conseille, il est vraiment bien. Aujourd'hui, Malala a encore beaucoup de chemin à faire pour lutter contre le manque d'éducation pour les filles. Mais elle redonne de l'espoir jour après jour à de nombreuses jeunes filles et permet d'avancer grâce à sa lutte. Aujourd'hui, je vous ai démontré que lutter, c'était vivre. Et je vous ai fait l'éloge de 2 personnes qui ont passé leur vie à lutter. Et pourtant, lutter, ce n'est pas simple. On pourrait ne rien faire, ne jamais combattre, mais pourtant, sans lutter, on ne ferait rien de nos vies. Lutter nous fait avancer, on a besoin de lutter, sinon nous ne vivons plus. Victor Hugo écrit dans ce même poème que le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Et pour lui, ces figures qui existent sans vivre n'ont jamais de figure et jamais de nom. Ce sont ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas. Alors luttons tous ensemble pour la paix, pour nos idées, pour l'éducation, contre la violence et contre la pauvreté. Luttons pour faire partie de ces visages qui ont marqué les esprits, ces visages dont on connaît le nom, ces visages qui ont lutté pour changer le cours du monde. Sans lutter, nous n'existons pas. Luttons pour vivre dans le souvenir des autres, car commencera alors notre seconde vie, notre second combat, notre seconde lutte. Merci. Madame, Messieurs, cher public, bonjour. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Vous l'aurez compris, l'illuminé qui nous a dit cette belle phrase, c'est Victor Hugo. Madame, Messieurs, que feriez-vous s'il ne vous restait que quelques jours à vivre? Comment les passeriez-vous? Vivrez-vous chaque jour comme si c'était le dernier? On ne sait jamais quand notre vie prendra fin. Où, quand, comment? Ces questions nous tarauderont toujours. Mais ne pensez-vous pas que prendre conscience que chaque jour est incertain aide à se sentir réellement vivant et profiter de chaque instant de vie? À partir de cet instant, nous cherchons forcément un sens à notre vie. Comment réussir à passer au-dessus des larmes de chagrin? Alors oui, la fin n'est pas toujours heureuse. Parfois, elle n'a rien de fabuleuse, parce que le fin mot de l'histoire, c'est que pour être heureux, il faut prendre le risque de souffrir, parfois d'accepter que les plus belles choses puissent prendre fin, car justement, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Oui, la vie est semée d'obstacles. Oui, nous ne sommes pas maîtres de tout, et la maladie est cette épreuve qui peut bloquer la réalisation de nos projets. Nous ne choisissons pas ces épreuves de la vie, ces blessures qui peuvent nous écraser. Oui, lorsque nous sommes en bonne santé, nous faisons des projets de vie. Nous regardons vers un avenir lointain, entouré de nos proches. Malades, nous avançons avec un avenir seulement proche, peut-être sans lendemain. Nos plaisirs les plus doux ne sont pas sans peine, nous disait Jean de La Fontaine. Dans ce monde, pour tout être humain, il n'y a pas de plaisir sans peine. Mais madame, monsieur, l'homme malade n'est-il pas comparable à cet homme dont parle Blaise Pascal dans Les Pensées, qui ne supporte pas d'être enfermé dans une chambre parce qu'il se retrouve confronté à la misère de son existence, à sa fragilité, la maladie étant toujours là pour lui rappeler sa condition et le ramener à l'essentiel. Oui, la maladie
prend forcément une place au quotidien. On se dit que tout est injuste, absurde, et nous sommes incapables de trouver un sens à cette vie, à notre vie. Comment vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Il n'est pas de rose sans épines. Oui, cet adage nous exprime que rien n'est parfait. La rose est une des fleurs les plus belles et pourtant, elle a cette particularité de posséder des épines et donc de piquer. Oui, la vie est semée d'embûches. Nous ne sommes pas maîtres de tout, mais tout réside dans notre regard, tout réside dans notre image que nous nous faisons du monde, de notre monde. La vie prend alors la forme de ce que nous imaginons qu'elle soit. Un jour, Frédéric Lenoir, un écrivain que j'apprécie beaucoup, a écrit ces mots si poignants, si vrais. Je n'ai eu qu'un regret, celui de n'avoir eu le sentiment de n'exister pleinement qu'à partir du moment où j'ai su qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Mais alors, madame, messieurs, pourquoi attendre que la vie vous happe pour commencer à réellement exister? Pourquoi chercher à lutter? Nous voyons cette maladie comme une menace permanente. Les symptômes se font de plus en plus voyants. Un sentiment de faiblesse s'installe de jour en jour. Et cette vie, qui juste à présent avait une toute autre facette, devient un combat au quotidien. Pourquoi la maladie ne serait-elle pas plutôt une révélation de notre existence? Ne nous pousserait-elle pas vers l'essentiel? Oui, l'essentiel, ces petits moments de vie qui nous remplissent de bonheur. Quand la maladie vous frappe, tous ces moments deviennent marquants. Ce plat, ce parfum qui vous rappelle votre enfance, cette musique agréable en fond sonore. Et si c'était cela, vivre? Doit-on souffrir? Doit-on lutter pour se rendre compte que c'est simplement ça, vivre? Carpe diem, nous disaient ces philosophes de l'Antiquité. Ne retournons pas dans le passé. Ne pensons pas au lendemain. Cueillons le jour. Alors oui, madame, messieurs, pourquoi lutter? Le passé nous échappe et le futur ne nous appartient pas. Nous passons trop de temps à regretter l'un et à appréhender l'autre, que nous en oublions le présent. Oui, c'est cet instant simple mais pourtant prenant. Nous sommes tous élevés avec cette peur de la maladie. Oui, c'est une menace suprême. Prenons deux individus lambda. Ces derniers ont côtoyé les mêmes amis, ont fait face aux mêmes épreuves, aux mêmes événements. L'un aura appris à aimer cette vie et réussira à découvrir sa beauté, malgré les difficultés. L'autre n'y verra que les inconvénients et ne verra la vie pas plus qu'absurde et détestable. Cette annonce d'une maladie incurable peut pousser au suicide. Oui, parfois la seule issue, c'est avouer. Avouer qu'on est dépassé par la vie et qu'on ne la comprend plus. Que cela n'en vaut plus la peine. Pourquoi continuer à faire ces gestes du quotidien lorsque la maladie va remplacer la vie? C'est Albert Camus qui nous disait « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude de vivre, l'essence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette inutilité de souffrance. On peut choisir de subir et donc de ne pas résister à la vie. Mais madame, messieurs, je ne suis pas ici pour rendre une leçon. Mais avant de tirer ma révérence, je souhaiterais vous partager une pensée que me répétait et me répète encore ma maman chaque matin au réveil, Joey. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une belle journée. En voyant le positif dans chaque expérience, n'est-ce pas prendre conscience qu'il existe une lumière derrière chaque ombre de notre existence? Madame, messieurs, osons, positivons et surtout, savourons le chemin de notre vie. Bravo. Cher public, mesdames et messieurs les jurés, chers spectateurs, chères étudiantes et étudiants, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Je vous le dis d'ores et déjà, que cela soit pour les petites ou pour les grandes luttes, je ne veux qu'être intimement convaincu de la véracité de cette citation. Car oui,
vous tous ici présents, avez lutté. Vous tous dans cet amphithéâtre avez lutté pour vivre. Vous en doutez. Et pourtant, au tout début, c'est bien un cri que l'on a attendu de vous, dès la naissance. Un cri, pas de désespoir, non, ni d'horreur, mais un cri d'affirmation, poussé avec volonté, avec force. On ne pousse pas ce genre de cri par plaisir ni joyeusement. On lutte pour crier comme ça. Nous avons donc, pour ainsi dire, tous lutté dès la naissance. Comment être sûr de savoir si l'on a lutté, me demanderez-vous? Et je vous répondrai qu'il vous suffit simplement de retracer son propre parcours. Maladie, bulletin scolaire, origine sociale, compétition sportive, idées, pensées, orientation sexuelle ou encore politique. Nous avons tous lutté pour être là où nous en sommes aujourd'hui. Vous le savez et vous connaissez bien mieux que moi votre propre histoire, j'en suis certain. Vous vous êtes battus pour être là où vous en êtes aujourd'hui, et j'en suis admiratif. Je vous admire tous, oui, car aucun de vous n'est ici par hasard. Parce qu'après tout, personne ne vous a, ni encore à vous, offert votre permis, vos diplômes ou autre achèvement, ou encore même un travail, par simple générosité ou trouvé dans une pochette surprise. Cela aurait été de toute façon beaucoup trop facile, vous ne trouvez pas? Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, oui, car on lutte pour vivre. Mais vivre ne se résume pas bien évidemment qu'à lutter. Je pense que vous en conviendrez. Toutefois, la lutte pour la vie n'est pas si transparente et cristalline que cela, du moins pas autant que l'on voudrait l'imaginer. La lutte se décline sous diverses formes, pour les idées, l'égalité, contre l'injustice, les inégalités ou encore la répression. Pour de grandes causes, la ségrégation, l'apartheid, contre la Shoah ou encore le sida, chacune des luttes est différente. Mais toutes ont une finalité commune, la vie. De nombreuses personnes illustrent parfaitement ces grandes luttes diverses, ces luttes pour vivre. Les célèbres prises de parole de Martin Luther King nommées précédemment, à l'éloquence sans équivoque, ou encore les paroles certes, parfois quelque peu controversées de Malcolm X, toutes ces personnes avaient pour objectif commun l'abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ces luttes sont, effectivement, des formes de combat pour la vie. Chacun, à sa manière, s'est défendu contre une chose qui nous est aujourd'hui inimaginable de subir. Comment accepter de se voir attribuer une place de bus en fonction de sa couleur de peau? Comment accepter de se voir refuser un travail, un droit de vote, ou encore un droit aussi acquis pour nous que celui de pouvoir s'exprimer librement, sous prétexte d'une couleur de peau différente? Comment accepter de se voir attribuer des toilettes différentes, sous prétexte d'une origine culturelle visible? Martin Luther King et Malcolm X sont deux hommes qui se sont battus pour pouvoir faire avancer les choses et, au regard des situations dans lesquelles les personnes de couleur se trouvent encore aujourd'hui, je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour cela. Autre homme, autre continent, Nelson Mandela a, quant à lui, combattu le même fléau que Malcolm X et Martin Luther King, dans un pays où ce fléau était encore plus puissant car institutionnalisé. L'apartheid, qui peut se définir sommairement comme une ségrégation raciale institutionnalisée, est certainement un des combats les plus durs qu'une personne comme Nelson Mandela ait pu avoir à affronter. Légaliser cette ségrégation, cette discrimination, renforcée par les textes de loi, a, pour la plupart des hommes et des femmes, été un combat perdu d'avance. Mais un homme a alors usé de tous les moyens possibles pour se battre contre elle. D'abord la résistance non violente, puis les sabotages, les campagnes violentes. Nelson Mandela est allé jusqu'à subir 27 années d'emprisonnement pour ses convictions et ses idées. Qui, aujourd'hui, serait prêt à subir cela, à donner de sa personne, autant de sa personne, à donner de sa vie? Très peu d'entre nous, malheureusement, j'en suis certain. Une lutte pour une vie égale à celle des autres est peut-être bien l'une des plus grandes représentations de ce que peut être une lutte pour la vie. Je mettrai au défi quiconque qui affirme qu'un homme tel que Nelson Mandela n'a pas lutté de me le prouver, et je mettrai au défi quiconque d'affirmer que Martin Luther King et Malcolm X sont des personnes qui n'ont pas lutté pour leurs idées, pour l'égalité et la dignité de leur vie. Mais il n'est pas, par exemple, nécessaire de détailler l'histoire d'Anne Frank ou de Jean Moulin pour évoquer la résistance dont chacun a fait preuve face à l'oppression d'un régime qui les dépassait tous les deux. Deux personnes faisant face à un système entier de répression, de meurtre et d'idéologie immonde et écœurante. Qui oserait le leur reprocher de lutter, de toute façon? Être considéré comme autre chose qu'une personne, être considéré comme autre chose inférieur à un animal, inférieur même à un objet, sont des traitements amplement suffisants pour qu'un individu normalement constitué décide de se battre contre eux. De la même manière,
Qui, même encore aujourd'hui, bien que les avancées médicales apportent un regard neuf sur la santé, qui pourrait nier ou contredire qu'une personne atteinte d'une maladie aussi violente que celle d'Alzheimer ou encore d'un cancer n'est pas une personne qui lutte? Les maladies sont pour nous tous une épreuve à traverser. Un simple rhume peut nous faire rire quand on y pense, certes, et la varicelle dans les souvenirs de certains également. Mais la vérité des maladies est que c'est un combat sur lequel nous ne savons que peu de choses à l'avance. On peut faire réfléchir l'opinion publique face aux discriminations. On peut tenter de faire évoluer les choses par des discours, des traités, devant des parlementaires ou des représentants. Mais les maladies ne fonctionnent pas comme ça, et ça, on le sait très bien. Qui décide si le cancer se propagera? Qui décide si la mémoire continuera de s'effacer demain matin? Tout cela n'est pas de notre propre fait, et on aura beau mobiliser toute notre volonté dans le combat, l'issue n'est jamais certaine. Et pourtant, après cet aléa sur le combat, si on vous annonçait à chacun d'entre vous ici présent, aujourd'hui, le diagnostic d'une maladie mortelle, je suis prêt à parier que tous ici commenceriez à vous battre et continueriez jusqu'à avoir une réponse certaine à votre lutte pour profiter de votre vie. Car comme le disait si bien Nietzsche, dans son crépuscule des idoles, ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus forts. Personne ne nous les offrira non plus. Les luttes se déguisent autour de nous, à travers nous. Discrimination, injustice, maladie, troubles, addiction ou dépendance, on connaît tous quelqu'un avec un de ces problèmes sans pour autant prendre conscience de la lutte qu'il traverse. Il a été évoqué avant moi la mort, la vie, mais pas besoin d'une grande cause philosophique ou internationale pour illustrer la lutte de la vie. Non, il suffit simplement de s'intéresser à autre chose que nous-mêmes et pousser notre regard